Aujourd'hui, à l'Informel, on reçoit Lynn Beauchesne, qui est professeure à l'université en criminologie. Docteur en sciences politiques, elle a écrit de nombreux ouvrages sur la légalisation des drogues et les conséquences de la prohibition. Souvent appelée à donner son opinion sur le sujet, elle est une référence incontournable en la matière au Québec. On est parti avec Mme Lynn Beauchesne. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait grand plaisir. On va parler évidemment de drogue. On vous connaît, on vous a vu dans les médias et vous avez écrit sur le sujet maintes fois. Le sujet qui nous préoccupe plus particulièrement présentement, c'est évidemment la nouvelle loi qui est passée. Donc, depuis l'automne passé, c'est permis de consommer du cannabis de façon récréative chez soi. Puis à l'extérieur aussi. Bon, on est encore en train de débattre là où, comment est-ce qu'on peut, les appartements et tout ça. Mais essentiellement, vous qui avez longtemps demandé à ce que les drogues soient légalisées, j'imagine que vous êtes contente d'avoir vu ce changement-là arriver cet automne. Oui, mais en même temps, changement et pas changement. Je trouve qu'on est passé de prohibition 1.0 à prohibition 2.0. OK. Dans le sens que on essaie de garder un discours qui dit c'est correct la prohibition pour les autres drogues, mais pas pour le cannabis. Même si c'est mauvais, on légalise. On a de la difficulté encore à parler réellement de la relation produit. Prenez deux mots très simples. Vous l'avez utilisé, un des mots tout à l'heure. Ça n'existe pas, le cannabis récréatif puis le cannabis médical. Okay. Ce qui existe, c'est du cannabis. On peut l'avoir avec un suivi médical ou on peut aller l'acheter à un dispensaire ou en ligne. Et quand on le consomme à la maison, on ne dit pas bière récréative. Parfois, je peux avoir une journée hyper stressante, puis le soir, j'arrive à la maison, je m'assois au bout de mon îlot, puis je m'ouvre une bière. C'est pas récréatif. Je l'utilise comme automédication pour me détendre. Okay. Et donc, un des grands usages, d'ailleurs, qui est fait du cannabis, on s'en rend compte maintenant dans les États américains, c'est cette espèce d'automédication pour se détendre, pour dormir, pour s'ouvrir l'appétit, pour relaxer. Et l'augmentation n'est pas chez les jeunes, mais chez les 35-54 ans qui sont la couche d'âge où il y a le plus d'augmentation de cannabis dans les États américains. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui en consommaient plus parce que c'était illégal et dans leur fonction, ils ne pouvaient pas l'utiliser. Mais aussi pour toutes ces raisons-là dont on parle. Il y en a même qui ont laissé tomber certains médicaments en disant ça, c'est plus simple. Et donc, on utilisait les bons mots au départ pour dire il y a une drogue, elle a plein d'effets. Tu peux l'utiliser sous suivi médical ou tu peux l'utiliser en vente libre et de parler de l'ensemble des effets. Mais en parlant de récréatif continuellement, dans la tête, ça sonne comme s'il y a juste les jeunes qui consommaient dans des parties. Non, c'est plus large que ça. Là. C'est beaucoup plus large que ça. Comme on ne consomme pas juste une bière parce qu'on a fait un party à la maison. Là, et ce rapport aux drogues-là n'est pas encore bien assumé. Et puis en plus, il y a toute l'information sur le cannabis que je trouve qu'elle prend du temps à circuler. Bon, je suis d'accord qu'il y a certains éléments que le gouvernement ne pouvait pas faire tant que la loi n'était pas passée, mais la prévention, on peut commencer. Par exemple, la fumée secondaire dans les appartements, dans les lieux publics, tout le débat à l'heure actuelle. Il me semble qu'on pourrait clairement dire aux gens que de passer à côté de quelqu'un qui consomme du cannabis, tu deviens pas stone, tu n'avales pas, il n'y a pas de problème. Les études en santé publique sont très claires. Pour tester positif au THC, il faut que tu sois dans un lieu fermé, que plusieurs personnes fument pendant plusieurs heures. Et là, tu peux éventuellement tester positif, mais 30 minutes après que tu es sorti de la pièce, tu testes négatif. Donc, on pourrait partir de le monde qui consomme ne sont pas dangereux pour toi quand ils consomment dans un endroit aéré, dont l'extérieur. L'autre chose qu'on entend, c'est « Ah, mais je veux pas que les enfants voient ça. » Pardon, c'est parce que ça existe, c'est parce que c'est légal. Mais également, je veux dire, quand on dit ça, un des plus grands problèmes qu'on a à l'heure actuelle avec les jeunes, problème de santé publique, j'entends, c'est la malbouffe. Et c'est les problèmes de diabète qui augmentent, c'est les problèmes de poids, etc.
il n'y a personne qui a suggéré de mettre des murs de ciment autour des magasins de junk food ou des restaurants de junk food parce que c'est un mauvais exemple pour les enfants. On se dit, je vais leur apprendre, je vais les éduquer, je vais leur apprendre ce qu'il faut faire, les risques, une fois de temps en temps, mais pas toujours, pas de produits transformés. La même affaire pour la voiture. On ne laisse pas conduire une voiture à un enfant de 10 ans, mais à un moment donné, à un certain âge, on va comme y apprendre. Donc, tout comportement, quel que ce soit le cannabis, que ce soit n'importe quoi d'autre, il y a des risques. Et donc, on fait comme si il y avait des risques avec ça, mais il n'y avait pas de risques ailleurs. On n'est pas capable d'appliquer les mêmes logiques qu'on a pour je vais apprendre mon enfant à bien manger, je vais y apprendre qu'il y a des risques avec l'alcool, et avec le cannabis, c'est la même chose. Et pour moi, je veux dire, c'est ce dialogue sain-là qu'il n'y a pas encore. Je veux dire, il y a encore un dialogue sur cette drogue comme si elle était encore prohibée. Mais en même temps, je le comprends. Je veux dire, pendant des dizaines d'années, on a dit des conneries à pu finir sur le cannabis. Ça ne changera pas. Et je pense aux études de Naas, par exemple, qui ont été répandues dans le monde, que ça détruit les cellules du cerveau, on faisait consommer aux animaux des quantités qu'il n'y a pas un être humain qui prendrait dans une journée. Mais puis là, on disait, ça fait ça. Mais si je consomme 1 kilo de chocolat par jour pendant un mois, je vais avoir des problèmes. Mais la question à se poser, c'est pas faut interdire le chocolat. La question à se poser, c'est qu'est-ce qu'elle a? Parce qu'en général, les gens ne consomment pas 1 kilo de chocolat par jour. C'est la même chose. S'il y a des gens qui ont des consommations problématiques de cannabis, qui consomment du matin au soir, qui fuient le problème là-dedans, la question, c'est pas qu'est-ce qu'on fait avec le cannabis? La question, c'est qu'est-ce qu'elle a? Parce qu'en général, les gens, c'est pas comme ça qu'ils consomment du cannabis. Et donc, c'est dans ce sens-là que je dis prohibition 2.0, c'est que on n'est pas encore décroché de ce discours de c'est mauvais, il faut l'interdire, même si c'est légal. Et ça empêche de penser autrement. Et les peurs prennent le dessus, si on veut, dans la réflexion. Et ça va venir avec le temps, là, je veux dire, mais pour le moment, on est là, je trouve. Mais qu'est-ce que ça prendrait justement pour faciliter que ça s'en vienne là? J'aurais tendance à penser, entre autres, le retour sur les taxes, l'investir dans la sensibilisation, par exemple. Oui, ça c'est sûr. Que ce soit avec l'alcool, que ce soit avec n'importe quoi d'autre, une partie des taxes devrait être automatiquement attachée à la prévention, au traitement, à la sensibilisation. Parce qu'effectivement, vous avez raison, la situation différente dans laquelle on se trouve, c'est que sur l'alcool, j'ai une expérience, je peux la transmettre à mes enfants. Mais là, sur le cannabis, même si j'avais une expérience quand il y a 40 ans, j'étais à l'université, c'est pas les mêmes produits qu'il y a devant nous. Il y a des huiles, des vaporisateurs, des comprimés, des produits avec haut CBD, bas CBD, haut THC, bas THC. Je veux dire, pour les gens, c'est comme un univers de produits que même si on consommait quand il y avait 20 ans, on connaît pas ça. Et en santé publique, je veux dire, un des messages, c'est fumer le cannabis, c'est la forme la plus nocive. On va encourager les gens avec l'huile, à vapoter de l'huile, à avoir des formes qui sont plus douces de consommation. Et ça marche pour 2 raisons. Dans les États américains, les 2 premiers qui ont légalisé, le Colorado, Washington, c'est rendu minoritaire fumer. Les gens vont davantage vers vapoter, vers l'huile, vers des produits qui... Et ce qui contribue à ça, c'est les messages en santé publique. Mais c'est également le fait que dans les lieux publics, ça paraît pas. Je veux dire, les vapoteuses, on sait qu'il va y avoir encore des réticences. Et si vous regardez sur le net, les vapoteuses à vendre, il y en a en forme de cellulaire, il y en a en forme de gros briquets, il y en a même en forme d'inhalateur pour l'asthme. Donc, ça permet aussi aux gens d'en prendre dans les lieux publics. Puis, ça n'a pas d'odeur. Donc, les gens que ça pourrait déranger, ben ça... C'est discret. C'est discret. Alors, ça aussi, ça a contribué à aller vers l'huile. Et d'un côté, on est content parce que, je veux dire, c'est une forme plus sécuritaire de consommation. Mais il va y avoir des apprentissages à faire, je veux dire, par rapport aux produits. Mais parlons-en de l'huile parce qu'on entend toutes sortes de choses. En tout cas, sur Internet, il en passe toutes sortes de choses. Ça va d'aider à des gens qui sont anxieux et tout ça à guérir le cancer.
Mais on le voit, tu sais. Fait que, quels sont les bénéfices d'abord du cannabis? C'est-à-dire que les bénéfices, je n'emploierais pas ce terme-là. Pourquoi je n'emploierais pas ce terme-là? Parce que il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui n'aimeront jamais ça, ça ne sera jamais bon pour eux autres. Comme il y a des personnes que l'alcool, c'est pas bon pour eux autres, qui n'en prendront pas. Il n'y a pas comme tel c'est pas en soi bénéfique pour tout le monde, c'est pas en soi maléfique pour tout le monde. De la même façon qu'il y a des gens qui vont se casser la gueule en ski, puis il y a d'autres mondes que skier, ça va être un plaisir, un sport qui va les détendre, qui va leur permettre de passer un bel après-midi. Puis il y a du monde qui ne veulent même pas penser à monter d'une pente. Alors, donc, mettons ça là, c'est un comportement qui, pour certains, est un bien-être pour relaxer, comme pour l'alcool, qui est un bien-être pour socialiser et pour se détendre ou pour toutes sortes de raisons. Lui attribuer des qualités particulières, il faut faire attention. Il y a plusieurs sites web illégaux qui répandent 1000 informations trompeuses. Pour des problèmes de santé spécifiques, moi, je dirais passer par le thérapeutique. Ça va à peine d'avoir un suivi par un médecin. Et ces médecins-là, je veux dire, connaissent les différentes sortes de produits, peuvent en essayer un, dire ça va aller, ça va pas aller, ça, on va essayer ça, particulièrement si c'est des produits liés à la douleur. Et ils pourraient aussi le déconseiller. L'alcool, c'est un dépresseur. Ça peut aider à se détendre, mais c'est un dépresseur pareil. Et il prend en grande quantité. Si vous êtes déprimé, ça aide pas du tout. Et c'est pour ça que je dirais que lorsque c'est pour des problèmes médicaux spécifiques, passons par le thérapeutique et ayons un suivi médical comme un autre médicament, puis ils vont finir par trouver ce qui va être le plus convenable pour nous. Mais faire les tentatives tout seul, je veux dire, sans vraiment connaître les produits, mais c'est sûr que, je veux dire, il ne faut pas oublier que c'est des industries comme l'industrie pharmaceutique. Et ils ont des produits à vendre. Et il faut là-dedans garder sa tête un peu comme si on écoutait... si les chiffres n'ont pas changé, par exemple, aux États-Unis, où il y a très peu de règles pour contrôler la publicité de l'industrie pharmaceutique, ils se consomment 5 fois plus de médicaments qu'au Québec. Et on prend ça pour un oui, pour un non, pour un... Et parce qu'avec ça, vous allez être heureux, parce qu'avec ça, vous allez être mieux. Il y a le même discours avec le cannabis et il faut garder le même discernement, je dirais, avec le cannabis que pour tout autre produit thérapeutique. Je veux dire, ça guérit pas, ça peut soulager et certains problèmes et c'est mieux de le faire avec un médecin. Ça me fait penser quand vous parlez qu'effectivement, c'est comme les compagnies pharmaceutiques. Moi, je me demandais... Puis je me demande si vous avez une opinion là-dessus, mais pourquoi c'est arrivé maintenant? Est-ce que c'est pas justement qu'il y a eu un mouvement économique et politique, ou les deux combinés, pour dire, ben là c'est le moment de légaliser puis mettre ça sur le marché? C'est lié à la présence d'Obama. On va reculer. OK. Obama n'a jamais parlé de drogue à ma connaissance, mais il le fait beaucoup. Tu déplaces des budgets, bon. OK. Et il y avait des référendums pour légaliser le cannabis dans certains États, mais ils avaient besoin de l'approbation fédérale pour les mettre en œuvre parce que la loi est fédérale. Et Obama a clairement passé le message que je ne m'en mêlerai pas. Mais tu es en contradiction avec les conventions internationales, mais les États-Unis ne sont pas un petit joueur sur la scène internationale. Donc, quand les organes internationaux de l'ONU ont dit « mais vous contrevenez aux conventions internationales », ils ont... Et c'est vraiment faible comme argument, mais comme ça, les États-Unis peuvent le faire, et puis tu dis oui. Obama a dit, il est dit dans notre Constitution que si on signe une convention, mais qu'on n'a pas l'argent pour la mettre en œuvre à donner aux États, les États sont libres de faire ce qu'ils veulent et j'ai plus d'argent à mettre là-dessus. Ah, okay. Fait que c'est assez faible. Mais sauf que c'était pour laisser les États bouger. Et les États savaient qu'ils devaient bouger rapidement. Et là, on en vient à ce que vous dites sur l'économie.
les États savaient que s'ils se constituent une industrie suffisamment forte avant, peu importe qui va arriver après Obama, l'industrie va faire son lobby et va continuer. Alors, l'industrie avait commencé à se créer au fin des années 90, mais surtout début 2000, par le biais du cannabis prescrit des fins thérapeutiques. Alors, ça, un après l'autre, les États sont mis à permettre le cannabis prescrit des fins thérapeutiques. C'est créé toute une industrie autour. Et c'est le secteur le plus payant. Contrairement à ce que les gens pensent, le secteur le plus payant, c'est le secteur thérapeutique. Ah, je ne sais pas. Et donc, c'est eux qui se sont mis à développer des huiles, des produits, des comprimés, à faire de la recherche. Mais en même temps, c'était compliqué aux États-Unis parce qu'au niveau fédéral, le cannabis, tant prescrit des fins thérapeutiques qu'en vente libre, est illégal. Donc, on ne pouvait pas utiliser les laboratoires fédéraux parce que c'est un produit illégal au niveau fédéral. On ne peut pas utiliser... Fait qu'eux, ça allait lentement. Et donc, au Canada, Justin Trudeau savait que il y avait une industrie qu'on pouvait créer ici et qu'on allait vite prendre le pas sur les Américains, mais également sur l'Uruguay, parce que l'Uruguay a une belle loi, mais n'a pas les moyens de l'implanter. Ce qui fait que ça traîne encore. Ils viennent tout juste d'avoir le cannabis dans les pharmacies, encore pas tout. Okay. Mais ils savaient qu'ils sont pris dans leur État, ils n'ont pas le droit de faire du trafic interétatique avec les États qui n'ont pas légalisé. D'ailleurs, on dit qu'il reste du trafic aux États-Unis, mais le trafic est essentiellement entre des États qui ont légalisé et des États qui n'ont pas légalisé. Et aussi, ce qu'on ne dit jamais, c'est qu'aucun État n'a forcé les comtés à légaliser. Par exemple, au Colorado, aux dernières nouvelles, il y avait encore 30% de l'État qui ne permettait pas la légalisation. Okay. Il n'y a aucun État qui a dit « vous devez légaliser ». Alors, l'idée du premier ministre Trudeau, à mon avis, parce que comme on sait, son père avait déjà essayé de décriminaliser le cannabis dans les années 70. Alors, on voit par les lois, par la façon dont ça s'est fait, tout ça, que c'est un dossier qui était pensé longtemps d'avance. Okay. C'est que nous, on a les moyens de créer une industrie coast to coast, d'être les leaders, puis ensuite de les aider à exporter. Parce que d'ici 2, 3, 4 ans, il va y avoir saturation du marché canadien au niveau du marché en vente libre. Il n'y a pas 50 façons d'augmenter tes profits. Tu augmentes la consommation, tu augmentes les quantités consommées. Mais pour pas que ça arrive, ta meilleure protection, c'est que, comme c'est les mêmes produits sur le marché thérapeutique et sur le marché en vente libre, c'est qu'ensuite, les compagnies vont exporter, et tu as le droit d'exporter dans les pays qui ils permettent le marché du cannabis prescrit des fins thérapeutiques. C'est pas pour rien que Canopy Growth a ouvert des serres de je ne sais pas combien de kilomètres, je veux dire, au Danemark pour fournir l'Europe. Et donc, on va exporter. Et en plus, l'avantage, c'est que lorsque tu as un marché thérapeutique qui est bien développé, toutes les parties de la plante peuvent être utilisées. Donc, beaucoup plus rentable. En plus, on est en train de développer un autre marché dont on ne parle pas, mais qui est d'ici 2-3 ans, je vous garantis que ça va être un marché de plusieurs milliards. Ça va être les produits thérapeutiques pour les animaux à base de cannabis. Et ensuite, il y a tout le chanvre qui est sous-développé. On a l'espace. On a tout le chanvre qui est développé. On en voit déjà. On peut déjà acheter du chanvre dans les magasins de produits naturels ou dans les épiceries. On n'en entendait pas parler il y a quelques années. Mm-hmm. Mais maintenant, l'idée, c'est d'utiliser toutes les parties de la plante et de l'exploiter au maximum. Et on peut faire de l'isolant, on peut faire des suppléments additifs, on peut faire des cosmétiques, on peut faire des... Il va arriver les crèmes topiques l'été prochain, les boissons. Et c'est une industrie, mais comme dans n'importe quelle industrie, c'était les premiers, qu'elle est bien réglementée. Et l'enjeu pour le premier ministre, c'est que sur la planète, on dise c'est un produit canadien, c'est un bon produit. Et contrairement aux États-Unis, et contrairement à l'Uruguay aussi, nous, dès le départ,
toute une série de contrôles ont été mis, pas tel pesticide, pas tel produit, pas tel... pour vraiment encadrer, il y a une traçabilité, c'est-à-dire qu'il y a des rappels, comme pour le fromage. Si vous allez sur le site Santé Canada, de temps en temps, il y a un lot qui est rappelé. Mais on peut le tracer, le lot, je veux dire, partout, qui est rappelé parce que, je veux dire, l'étiquetage a été mal fait ou il y a un produit dedans qui n'aurait pas dû être là. Ça surpasse les Pays-Bas. Si vous achetez aux Pays-Bas, parce que c'est pas légal aux Pays-Bas, c'est uniquement décriminalisé, donc ils n'ont pas de contrôle sur le produit. Il y a des champignons, il y a des résidus de métaux, il y a pas un produit d'une excellente qualité. Alors, l'idée pour le premier ministre Trudeau, c'était de dire ça n'existe pas encore parce qu'eux n'ont pas pu contrôler leurs produits au départ, les États américains, parce qu'il n'y avait pas l'infrastructure. Ils commencent à le contrôler mieux. Mais c'est sûr qu'ils ne pouvaient pas le clamer haut et fort. Tu dis, bon, je veux protéger les jeunes et tout ça. Puis c'est sûr, ça rentre dans l'équation aussi. Mais il reste quand même qu'il est en train de construire une industrie et une industrie mondiale. Nos concurrents sont l'Australie, qui est en train de faire la même chose. Ils n'ont pas légalisé le cannabis, mais sur le thérapeutique, ils sont en train d'investir beaucoup d'argent. Les laboratoires en Israël sur le cannabis et la douleur. C'est un marché mondial qui est en train de se créer en ce moment. Si on pense, Aura a acheté un de ses concurrents en mai. Non, celui-là, c'est en janvier. 1,3 milliard de dollars. Okay. Puis il y a un autre concurrent qui a été acheté par Canopy, je crois. Là, je ne suis pas sûr de mes compagnies. 3,1 milliards. On n'est pas on n'est pas dans les petits joueurs. On est dans les multinationales. Ouais. Et donc, c'est cette industrie-là qui est en train de s'installer en ce moment. Et les gens, ils peuvent s'installer d'autant plus aisément que les gens ne les voient pas parce qu'ils sont tellement préoccupés par le cannabis récréatif que il y a une industrie de plusieurs milliards de dollars qui est en train de s'implanter et elle va être l'enjeu, c'est qu'elle soit canadienne en grande partie ou du moins qu'on ait une réputation mondiale dans le marché. Et moi, je suis en train de suivre l'implantation de ce... Et c'est incroyable. Je veux dire, les lobbies sont mondiaux. Ben, c'est quasiment... c'est la bataille de l'heure, on dirait, au niveau de l'économie. En tout cas, au moins au Canada, on a vu comment est-ce que les gens en demandent. Entre autres, on a eu une pénurie, ce qui était assez cocasse. Bien, la pénurie, il faut la comprendre. Parce que quand tu fais une loi... Tu peux pas commencer à mettre en œuvre la loi tant qu'elle n'est pas passée. Ce serait comme de dire le processus législatif sert à rien. Moi, je commence. Alors, ça n'empêchait pas l'industrie au niveau du cannabis prescrit à des fins thérapeutiques de continuer à se développer, mais ça empêchait le gouvernement de l'aider de façon très active, surtout pour les laboratoires de recherche, pour les contrôles, etc. Bon, il y en avait des contrôles, c'est pas ça l'idée, mais vraiment d'être plus actif. Et ça, c'est le premier élément. Donc, ils pouvaient difficilement dire emmagasiner pour quand ça va être légal. Parce que la loi n'était pas passée, ça aurait été comme de dire je m'en fous du processus, ça va être légalisé. Alors, donc, ils ne pouvaient pas stocker autant qu'ils l'auraient voulu parce que la loi était adoptée à la fin juin. La deuxième chose, c'est que quels sont les produits qui vont se vendre? Et à la grande surprise, et moi aussi d'ailleurs, je dois le dire, les produits qui ont été les premiers à disparaître des tablettes, c'est les huiles, les produits à haute teneur en CBD puis à basse teneur en THC. Il est resté rapidement que des herbes. Mais faire de l'huile et tout ça, je veux dire, ça prend un certain temps, ça prend une autre récolte, ça prend... Mais faites-vous-en pas, c'est les compagnies. Fait que ça, c'est la partie là, qui m'inquiète le moins. Là. Les compagnies, bon, on s'excuse en manque, mais faites-vous-en pas, ils vont fournir. Oui, j'en doute pas. Mais est-ce que, dans vos analyses, est-ce que vous voyez déjà qui va prendre le dessus du marché? Ben, c'est-à-dire, oui, dans le sens que si on va sur le site de Santé Canada, on voit qu'il y a 120 quelques producteurs autorisés. Non, 132, je pense, le dernier chiffre. Mais non, il n'y a pas 132 producteurs autorisés. En fait, oui, mais il y en a 30
35-40 sont en train de se manger les uns les autres. Fait que je sais pas combien ils vont rester. Okay. Parce que ce qu'il faut regarder quand on regarde les licences, c'est qui a un permis de vente. Celui qui n'a pas de permis de vente, c'est parce qu'il fournit un grand. Mm-hmm. Alors donc... Il y en a plusieurs sous la même bannière. Oui. Par exemple, prenez, comment ça s'appelle au Québec, les serres vertes ou quelque chose comme ça. Je les connais. La compagnie, mais c'est une succursale de Canopy. OK. Et donc, il n'y en a pas tant que ça de joueurs. Et ils sont en train, en plus, de se manger les uns les autres. Et quand il y a quelqu'un qui fait une demande, mais qui a un produit novateur et intéressant, il est bouffé par un des grands assez rapidement. Donc, il va y avoir quelques grands joueurs. Les noms nous sont déjà dans les oreilles, là, mais même Afria, que j'aurais pensé qu'il resterait autonome, a été bouffé par un autre des grands. Fait que je regarde le marché bouger, mais à mon avis, il va rester 10-15 joueurs sur le marché à un moment donné et qui vont être des multinationales, tout simplement. Et c'est pour ça que parfois, ça me faisait sourire. Je faisais des conférences dans les cégeps et j'avais des jeunes qui venaient me voir après puis ils me disaient « J'ai hâte que ce soit légal parce que je voudrais avoir mon champ de... » Ah ouais? C'est parce que, en termes de contrôle, ça prend 1 million pour partir, pour avoir les contrôles et pour avoir les... Parce que c'est très exigeant. Il faut que tu aies les chimistes, il faut que tu fasses contrôler ton produit, il faut pas faut qu'il soit fermé, pas qu'il soit contaminé, Alors, je veux dire... peut-être des micro-transformateurs, ça se peut. C'est-à-dire, tu as une petite niche originale avec du café, différentes sortes de café torréfiés avec du cannabis. Bon, peut-être qu'il va y avoir des petites niches comme ça au niveau de la transformation. Mais un peu comme il y a des micro-brasseries, si on veut. Mais pas des gens qui font pousser le cannabis. Ça, franchement, il faut voir les kilomètres de serre qu'ont les compagnies. Oui, c'est très... je veux dire, c'est pas vrai qu'on peut compétitionner avec ça. Non. Ça me fait penser à quelque chose de comique par rapport à la loi, qui est la fameuse limitation où est-ce que tu as le droit à 4 plants, je pense, à la maison. Je trouve ça un peu drôle parce que, bon, pourquoi 4, pourquoi pas 6, pourquoi pas 8? J'aimerais ça en jaser davantage quand on va un peu plus tard. Je dois juste prendre quelques secondes pour dire merci à tous ceux qui nous écoutent via ma TV ou via TVC Basse-Lièvre. Je vous invite fortement à suivre le reste de l'entrevue sur nos différentes plateformes web. On est sur YouTube, on est sur Spotify et aussi sur iTunes. Et sinon, vous pouvez aller au www.tvc.qc.ca. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Donc, ouais. Pourquoi 4 plans? Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 8? Je veux dire, on s'entend, je peux comprendre qu'on veut limiter les gens pour pas qu'ils en fassent une distribution illégale. Je comprends ça, mais tu sais, 4, c'est... C'est-à-dire qu'il y a certaines règles, effectivement, qui relèvent beaucoup de la situation actuelle du marché illégal. OK. Et qui, à mon avis, vont tomber à la longue, mais... on a les appartements transformés en serres hydroponiques illégales. On a des producteurs illégaux en région. L'enjeu, pour le moment, c'est de faire en sorte qu'on puisse distinguer clairement qui est légal, qui n'est pas légal. Parce que ce qui est illégal à l'heure actuelle, c'est de vendre ton produit. Uniquement les compagnies peuvent vendre un produit qui a été contrôlé par Santé Canada. Alors, donc, il fallait mettre les règles pour que ce soit assez serré. Par exemple, le gouvernement du Québec, lui, plutôt que des plans, a choisi que tu peux avoir jusqu'à 150 grammes de cannabis chez vous. Mais tu pourrais dire, mes réserves d'alcool, moi, j'en ai pour l'année, là. Je veux dire, bon. Mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que si tu arrives chez quelqu'un puis qu'il y a 1000, 2000, 3000 grammes, je regrette, t'es pas supposé pour le moment parce que, je veux dire, le marché illégal existe encore. Et à mon avis, ça, ils vont le contrôler quand le marché va être saturé par les compagnies. Ce marché illégal-là va devenir assez marginal, à moins que les gouvernements aient trop soif de taxation et qu'ils gonflent trop les prix. Pourquoi? Parce que... c'est un peu pourquoi je prendrais du vin maison plutôt que d'acheter une variété de vin contrôlé à l'épicerie. Tu sais, il n'y a rien de pire quand quelqu'un t'amène un vin maison à la maison. Tu te dis merci beaucoup, là, mais dès qu'il est parti, tu mets ça dans ta sauce à spaghetti. C'est un peu ça. Pourquoi j'achèterais un cannabis pas contrôlé quand j'ai une variété contrôlée en avant de moi? Donc ça, pour moi,
Ce qui va être le plus difficile à contrôler, en fait, pour la police, c'est les sites illégaux sur le web. OK. Ouais. Parce que eux vont vendre des produits. Ils peuvent ils fonctionnent plus au volume que le petit vendeur. Parce qu'on parle tout le temps de la PEG. Puis c'est un paquet de petits vendeurs, le cannabis. Et ces petits vendeurs-là, c'est-à-dire, vont perdre le marché ou vont aller travailler pour les compagnies, mais ils vont perdre leur marché. Ceux qui vendent à gros volume et qui vont essayer de tenter dans le marché parce qu'il y a trop d'argent en jeu, c'est les sites web illégaux. Et ça, je ne sais pas encore comment on va faire pour contrer leur information, mais également, je veux dire, pour payer les contrôles sur les produits et la taxation, bien, ça fait un produit plus cher sur les marchés légaux que sur les marchés illégaux du web. Et c'est plus, moi, de ce côté-là. Là, effectivement, comme on ne fournit pas à la demande, il y a un petit marché illégal qui demeure. Je continue à me procurer mes affaires de mon vendeur. C'est moins cher, c'est plus sympathique. Mais à la longue, je pense pas qu'un jeune qui n'a pas connu ce marché-là de consommation, de rouler un joint, ça va y apparaître assez artisanal comme façon de consommer. Et il va aller au magasin, comme tout le monde. C'est un peu... C'est pas trop compliqué faire son beurre, mais il n'y a personne qui le fait, là. On va l'acheter au magasin. Puis il y a du salé, du demi-salé, un petit carreau, un gros carreau. Bon, je veux dire... et ça va être la même chose pour le jeune. Donc, je pense qu'il ne faut pas confondre également les consommateurs plus âgés qui ont des habitudes ancrées puis qui se disent « Moi, je ne les changerai pas », avec une nouvelle génération qui arrive sur un marché beaucoup plus diversifié, contrôlé et qui a pas pour lequel ça va y apparaître assez artisanal de rouler un joint. Et donc, c'est pas tellement ça qui m'inquiète. C'est plus les marchés illégaux de produits de cannabis qui m'inquiètent. Puis un autre problème qui est soulevé dans les médias au niveau de la surveillance de la consommation, c'est les fameux tests qu'on voudrait faire si quelqu'un consomme alors qu'il a à conduire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existera pas. Ça n'existera pas non plus? Ça n'existera pas non plus. Donc, ce serait quoi la bonne façon de s'assurer que ça n'arrive pas? C'est que... bon, les tests salivaires, la salive peut être corrompue par un tas de ce que tu as mangé, ton type de salive, etc. Okay. Et donc, il faut que ce soit confirmé par un test sanguin. Mais même un test sanguin nous dit que tu en as consommé, mais ne nous dit pas qu'au moment où tu conduisais, tu avais les facultés affaiblies. Et ça... Vous savez, c'est un peu comme pour l'alcool. Il faut que je parle ici de... Ça va apparaître un petit peu abstrait, mais vous me demanderez d'éclaircir si je suis pas assez clair. L'alcool, c'est ce qu'on appelle une loi PER-C. P-E-R espace S-E. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'alcotest ne mesure pas les facultés affaiblies. Ce que fait l'alcotest, c'est que suite à de nombreuses études, des centaines et des centaines d'études, on sait qu'en haut de 0.08, un bon nombre de personnes commencent à avoir les facultés affaiblies. Et donc, on a fixé une barre. En se disant, OK, à 0.08, on ne dit pas que tu as les facultés affaiblies. On dit tu dépasses la limite permise. Et donc, on ne mesure pas les facultés affaiblies. On a fixé une barre à partir duquel on sait que les facultés, chez beaucoup de personnes, commencent à être affaiblies. Alors, on s'est dit, on va reproduire le même modèle avec le cannabis, qui était assez logique de penser pouvoir faire ça. Le problème, c'est que la métabolisation du cannabis n'est pas du tout la même. Quand je dis 0.08 d'alcool dans le sang, c'est ce que tu as dans le cerveau aussi. Tandis que c'est pas vrai, à cause que le cannabis se dissout dans les graisses, c'est pas vrai du tout de dire que c'est ça, on ne peut pas dire l'effet dans lequel tu es. Okay. En plus, ça se double d'un autre problème, mais ça, on l'a avec l'alcool également. Quelqu'un qui est habitué de consommer par rapport à quelqu'un qui n'est pas habitué de consommer. Probablement que la personne que c'est sa première consommation de cannabis est pas mal plus, même si ça n'a pas pris beaucoup, elle peut être pas mal plus à risque au volant que quelqu'un qui en connaît l'effet, un peu comme pour l'alcool.
En fait, c'est pourquoi je milite. Et j'ai parlé à beaucoup de policiers, et les policiers sont très sensibles à cette perspective-là. Arrêtons de jeter dans l'eau c'est des compagnies qui vendent des tests. Et des tests, il faut les remplacer, il faut les vérifier, faut que tu en aies un sous la main, faut que... c'est des compagnies et c'est des millions jetés à la poubelle. Si on veut vraiment contrôler les facultés affaiblies, on a le test de sobriété sur le bord de la route qui mesure les réflexes, c'est-à-dire toucher le bout de son nez, suivre un crayon, marcher en ligne droite 6 pas, un pied derrière l'autre, lever son pied 6 secondes, son autre pied 6 secondes. Puis on peut perfectionner ce test de réflexe-là. Moi, si quelqu'un n'a pas les réflexes, peu importe qu'il n'a pas dormi depuis 15 heures, qu'il a pris du cannabis, qu'il a pris de l'alcool, qu'il n'a plus les réflexes pour conduire à cause de la maladie, de l'âge, il ne devrait pas être devant moi sur la route. Le problème est le même. Et là, on fait comme s'il y avait les bonnes facultés affaiblies et les mauvaises. Pourtant, on sait que 20 à 25 des accidents de la route avec mort et blessés sont liés à la fatigue. Et les gens, par exemple, vont boire, vont dormir 3-4 heures chez un ami, puis là, ils vont repartir travailler. Ils ne sont pas plus en état, même s'ils ne testeront pas positif sur l'alcool, parce qu'ils ont à peine dormi et ils partent travailler. Puis ils sont fatigués. Et donc, pour moi, c'est toute la logique qui est à changer pour les facultés affaiblies. Pour moi, arrêtons de faire comme s'il y avait des bonnes et des mauvaises facultés affaiblies. Surtout que maintenant, on pouvait dire avant, c'était assez difficile de penser comme ça, parce que pour preuve, pour les tribunaux en cours, il faut au minimum un test filmé. Mais aujourd'hui, c'est assez facile de filmer les tests. Ouais, les policiers, ils en ont des caméras. Oui, et donc, on peut filmer le test. Et on peut le faire répéter, on peut apprendre à tous les policiers, parce que c'est pas tous les policiers qui ont appris à passer le test de sobriété. Moi, j'apprendrai à tous les policiers à passer le test de sobriété. Et si la personne n'est pas en état de conduire, on sort du pénal. On fait simplement comme pour la vitesse, mais cette fois, on dit, vous n'êtes pas en état de conduire, je prends votre voiture, je la fais remorquer, je l'envoie à la fourrière, ça vous coûte de temps de la chercher, vous avez perdu tant de points. Et ce dont les gens ont le plus peur, c'est de perdre leur voiture. Alors donc, si la personne est reprise une autre fois, ça pourrait aller jusqu'à perdre son permis de conduire pour une certaine période, ça pourrait aller bon. Et pourquoi ça serait plus efficace également? Serait plus efficace en termes de détection de facultés affaiblies, mais ça serait plus efficace parce que les études en criminologie montrent clairement que plus une procédure est simple pour les policiers, plus elle est appliquée souvent. Okay. Plus une procédure est complexe, plus elle est appliquée rarement, parce que là, ça veut dire que, bon, tu fais un test salivant, il faut que j'aille à l'hôpital avec la personne, il faut que j'aille le confirmer, puis il faut que j'ai un policier expert en reconnaissance de drogue au poste, puis il faut que je veux dire, est-ce que je vais me taper 3 heures de procédure? Je ne suis pas sûr. Bon. Fait que, et pour moi, ça, ce serait beaucoup plus simple. C'est-à-dire, tu n'as pas les réflexes. Je ne veux pas savoir pourquoi. Mais tu ne restes pas sur la route, puis tu recherches ta voiture, ça va te coûter tant. Puis, et ça aurait un effet beaucoup plus direct parce que l'autre effet qu'a une loi rarement appliquée, c'est que les gens disent « j'ai plus de chance de me faire prendre » et je ne modifie pas leur comportement. Par contre, à partir du moment où tu penses qu'il y a des chances réelles ou des risques réels, je veux dire, c'est pas une chance, des risques réels d'être pris par un policier, ben tu peux modifier ton comportement. Et pour moi, je trouve que même au niveau de la prévention, dans les publicités, on a trop focalisé sur l'alcool. Pour dire les facultés. Moi, si on focalisait sur t'es-tu demandé si t'es en état de conduire? Oui. Peu importe la situation. Oui. Tu peux être en détresse psychologique, comme tu peux être fatigué, que quelqu'un qui a piqué une chicane de couple, il part en fou en auto. Ou tu peux prendre des médicaments avec de la codéine pour ta grippe, puis là, on t'est appelé, tu dis j'y vais, non, t'es pas en état de conduire. Puis on pourrait aussi développer des façons pour les personnes à la maison de vérifier si elles ont les réflexes. J'imagine que ça ne doit pas être trop compliqué.
qui fasse qu'on ne se demande pas, hey, je dépasse-tu le 0.08, qui fasse qu'on se demande, suis-je en état de conduire? Parce que ce que montrent les études quand les réflexes diminuent, c'est que c'est certain que si tu fais le même chemin que tu fais d'habitude pour rentrer chez toi, puis qu'il n'arrive pas d'incident particulier, souvent tu te dis, ça ne dérange pas tant que ça. Mais la diminution des réflexes, ce que ça veut dire, c'est que s'il arrive un incident imprévu, quelqu'un traverse la rue rapidement, une auto fait un mouvement inattendu, tu n'as pas les réflexes pour agir rapidement. Et c'est ça, pour moi, qu'il faudrait inculquer en matière de facultés affaiblies. Je trouve que l'arrivée du cannabis pourrait être l'occasion. J'espère qu'on ne tombera pas dans le piège de cette fausse sécurité des tests de drogue. Et ces millions et millions et centaines de millions qu'on y mettrait, parce que ça ne profiterait qu'à l'industrie, non pas à la sécurité routière. J'ai envie de parler un petit peu historique. Je me demandais, quand est-ce... Parce que là, évidemment, c'est une business qui maintenant est en train de devenir, comme on le disait tantôt, qui va appartenir aux multinationales et tout ça. Mais avant cela encore, à certains égards, sur le marché noir. Quand c'est arrivé au Québec que c'est devenu une business? C'est quand que ça a commencé, le marché noir, puis que c'est devenu fort? Parce qu'on sait, tu sais, mettons, exemple, les Premières Nations, tout ça, on sait qu'ils consommaient, ils prenaient des boissons hallucinogènes dans certaines cérémonies, des trucs comme ça. C'est dans les années 60-70 que c'est devenu une drogue symbole de la jeunesse, de la contestation, de la contre-culture, et que ça a commencé vraiment à se répandre dans une certaine génération. Je ne connais pas personne à peu près à l'époque où j'ai fait mon cégep et mon université qui ne l'avait pas essayé. Parce que c'était... alors, ça n'existait pas vraiment... La drogue existait bien avant, mais je veux dire que ça se répande comme moyen de consommation. Ça date beaucoup des années 60-70. Okay. Mais contrairement à ce qu'on dit, la mafia, etc., c'est beaucoup de petits vendeurs. Il s'agit que tu aies un bois derrière chez vous et l'affaire est pas mal jouée. Là, je veux dire, tu peux avoir un petit revenu là. Et donc, c'est des milliers de petits vendeurs. Puis, certains ont décidé de perfectionner la chose parce que je dirais qu'il y a eu un deuxième mouvement de croissance, c'est lorsqu'il y a eu l'accès au web. Parce que là, à un moment donné, les gens sont devenus familiers avec le fait qu'il y a plusieurs souches, qu'il y a plusieurs façons de traiter le cannabis, il y a plusieurs façons. Alors là, il y a une connaissance supplémentaire qui est arrivée sur le mode de traitement du produit. Les Pays-Bas également avaient commencé aussi à avoir toute une littérature sur les différentes souches de cannabis parce que quand tu arrivais dans les cafés, les coffee shops, il y avait différentes souches. Alors ça a été une deuxième étape. Ça a longtemps été juste 2-3 souches et puis c'est ce qui poussait dans le bois pas loin de chez vous. Mais ça s'est transformé quand on a commencé à avoir de la compétition. C'est un peu comme n'importe quoi. Si je suis toute seule à vendre du cannabis dans mon milieu de travail, on parle illégalement. Bon, je le vends à tel prix, puis je le vends aux gens qui consomment. À un moment donné, en arrive un deuxième, puis il dit « Moi, j'ai telle souche, puis telle souche. » Hein? Ah, OK. Puis il en arrive un troisième. « Moi, j'ai de l'huile, j'ai ça, j'ai ça. » Et donc, il s'est créé, plus les vendeurs sont multipliés parce que c'était facile, parce qu'il y avait de l'argent à faire, plus c'est créé une espèce de compétition. Vous savez, quand on dit drogue de rue pour désigner les drogues illégales, la majorité du marché n'est plus dans la rue. Là, on te le livre à domicile. Tu vas l'acheter dans ton bar préféré ou ton resto préféré. Je veux dire, il s'est développé une multitude de joueurs et contrairement à certaines autres drogues où il faut que tu fasses pousser ailleurs, ou les plantes de coca, ici, c'est assez aisé à faire pousser. C'est certain qu'il y a certaines gangs qui se sont impliquées pour certaines cultures plus imposantes, mais elles sont pas mal rendues dans d'autres produits plus intéressants ou même d'autres marchés plus intéressants, plus payants sur le marché noir.
Moi, quand j'étais jeune, dans les écoles, on avait la fameuse discussion des drogues. On avait le policier éducateur qui venait avec sa grosse valise. Il ouvrait ça, il montrait ça s'appelle ça, ça s'appelle ça, ça s'appelle ça. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Faites pas ça. C'est à peu près le discours qu'on nous donnait. Ce qui a fait qu'on est un petit peu éduqué dans un feeling de, bon, si tu touches moindrement à une drogue, tu vas devenir dépendant. Est-ce qu'on peut devenir dépendant d'une drogue à juste d'essayer? Ça dépend dans quel rapport vous êtes. C'est-à-dire que pour parler de dépendance, il faut toujours parler de 3 choses. Produit, personne, environnement. Okay. Si je vous dis j'ai pris 2 bières hier, vous allez me dire ça me regarde pas vraiment. Si je vous dis j'ai pris 2 bières hier à 9h avant d'aller travailler, c'est un autre contexte. Autre contexte, et j'ai probablement une autre relation avec le produit si je suis rendu que je prends ça à 9h le matin avant d'aller travailler. Et donc, le produit en soi, il faut jamais l'isoler de ce pourquoi les gens consomment. Si tu le consommes parce que tu es stressé, parce que tu n'aimes pas ta vie, c'est pas la même chose que de le consommer après un repas ou avec des amis, tout comme l'alcool. Et donc, il faut jamais isoler le produit de la personne et de l'environnement dans lequel elle consomme. Et c'est pour ça, à la question, est-ce qu'on peut... non, toutes les drogues qui sont maintenant illégales étaient légales avant. Et les gens en prenaient. Dans le Coca-Cola, par exemple, il y a longtemps eu l'équivalent d'une ligne de Coke. C'est pour ça que ça s'appelle Coca-Cola. Et qu'on a remplacé par de la caféine. Pas la saveur, par contre. On utilise encore des plantes de coca qui ont des cocaïnises pour la saveur. Sauf que les gens, il n'y avait pas un paquet de délinquance à la rue. Là. Il y avait du vin de coca. Il y avait... et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut pas mêler les méfaits du marché avec les produits eux-mêmes. Je m'explique. Il y a toute une violence à l'heure actuelle liée au marché du tabac illégal. C'est pas un effet de la nicotine. C'est un effet du marché noir. Il y a toute une violence liée au marché illégal des drogues. C'est pas un effet des drogues. C'est à des produits illégaux. Demain matin, on dirait le café est illégal. Je pense que dans le temps de le dire, ça deviendrait un marché extrêmement violent parce qu'il y a de l'argent à faire là, puis il y aurait de la compétition et tout. Première chose, distinguons ça, c'est des effets du marché noir, ça n'a rien à voir avec les drogues. La deuxième chose, c'est que dès que tu as un marché illégal, il n'y a plus de contrôle sur la concentration, sur la qualité des produits. Ou si même c'est le produit. C'est comme si à chaque fois que je prends une bière, je sais pas si c'est à 2%, à 22%, 32%, ou même si c'est de la bière. Bien, c'est assez difficile d'apprendre à contrôler le produit quand tu sais pas ce qu'il y a dedans. Et ça, je reviens à sans compter la personne. On le sait, il y a des soirs où on peut prendre 7-8 bières et puis on rigole, puis on a du plaisir avec nos amis, puis on mange, puis il y a d'autres soirs, on prend une bière, puis on la finit pas. On dit, finalement, je te demande une bière, mais je n'ai pris la moitié, puis je suis trop fatigué. Et tu la prends pas. Alors, nous aussi, on peut pas toujours prendre les mêmes quantités, Fait qu'on peut pas dire tel produit, telle quantité, ça fait rien, tel produit, telle autre quantité, ça fait rien. Puis il y a l'environnement. Si t'es dans une période où ça va pas bien, où tu te sens pas bien, les drogues sont plus à risque de jouer un rôle de compensateur que si t'es dans une période où ça va bien. Et c'est pour ça que les gens disent « Ah, t'es spécialiste sur les drogues, puis tu sais pas... oui, il existe une pharmacodépendance. Il y a certains produits plus pharmacodépendants que d'autres. Par exemple, les gens disent « Ah, moi, je pense des produits naturels avec du guarana, je prends pas de caféine. » Du guarana, c'est 2 fois plus caféiné. C'est dans la même famille que la caféine. Et il y a une pharmacodépendance liée aux produits. Mais quand tu vas dans un centre de traitement, eux, c'est pas ça qui les préoccupe. Je vais donner un exemple très concret. Les gens qui sont dépendants du tabac. Le sevrage de la nicotine, c'est 7 jours. Si c'était juste ça, la dépendance, les gens qui sont dépendants et qui veulent arrêter diraient
Ben, fais-moi dans un garde-robe, mets une petite porte en bas, puis donne-moi à manger pendant 7 jours, puis ça va être fini. Non, c'est plus complexe que ça. C'est une dépendance psychologique, un peu comme pour le jeu. Tu t'injectes pas. Et comme je dis toujours à la blague à mes étudiants, je suis dépendante de mon chum. Je veux dire, s'il part, je regrette, je cours après. Je veux dire, parce que on a la dépendance, c'est avant tout psychologique. Il y a une partie qui peut être physique, mais ça, c'est rien. C'est vraiment rien. Quelqu'un qui fait... C'est pas très pharmacodépendant, le cannabis. Mais si quelqu'un fume du matin au soir parce qu'il veut mettre une espèce de rideau entre lui et sa vie, il y a un problème. Et donc, ça dépend de l'usage. Et je peux pas dire en soi tel produit, tel usage, ça dépend de ce que tu fais avec. L'autre élément, par contre, qu'il faut savoir communiquer, parce qu'on est encore dans la prohibition quand même, si on commence pour revenir à votre exemple du policier, il y a 3 choses à en dire. La première, si on commence à dire, parce qu'il y a des usages problématiques, il faut interdire le produit, ben il y a des couples qui se lancent des assiettes, on n'interdit pas le couple. Il y a le sida, on n'interdit pas les relations sexuelles. Il y a du monde qui se casse la clavicule, les jambes en ski, on n'interdit pas le ski. Je veux dire, quel que soit le comportement, il y a toujours des risques. Donc, ce n'est pas une raison pour l'interdire parce qu'il y a 10 à 15 % de gens qui ont des comportements à risque et ils existent. Il ne faut pas les nier puis il faut être prêt à aider. Donc, il y a des risques avec le cannabis comme toute drogue. Première chose. La deuxième chose, c'est le fameux comme si le cannabis conduisait à l'héroïne. Je veux dire, on l'entend moins, mais on l'a entendu longtemps. C'est vrai que tous les gens qui ont fait de la moto ont fait de la bicyclette. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde qui fait de la bicyclette va faire de la moto. Et donc, on devrait se demander, en fait, quelle est la proportion de gens qui ont consommé du cannabis qui sont allés vers l'héroïne? Pas beaucoup. Par contre, si on prend les gens qui consomment de l'héroïne, ils ont tous consommé du cannabis, probablement, à un moment... mais c'est pas une cause, ça. Tu sais, c'est ça, c'est des fausses causes. C'est comme dire, à chaque fois que je prends un verre d'eau, il y a quelqu'un qui se suicide à New York. Peut-être, mais il n'y a pas de lien. C'est pas ça un lien causal. La troisième chose, c'est d'avoir une conversation avec le jeune sur les méfaits du marché illégal. C'est-à-dire que moi, quand j'ai écrit un livre sur la prévention, comment parler aux drogues des enfants, justement pour un peu tous ces éléments-là, de ne pas pouvoir contrôler la qualité d'un produit, sa concentration, ça empêche de bien le gérer. Mais il y a des modes, parce qu'il n'y a pas de drogue douce et de drogue dure. Ce qu'il y a, c'est des usages doux et des usages durs. Un usage doux, c'est un usage où tu te vois venir. Comme je prends ma bière, puis je n'ai bu à moitié, puis je dis, bon, finalement, je suis trop fatigué, écoute, je la finirai pas. Parce que tu peux te voir venir. À partir du moment où tu as des produits que tu avales, là, tu peux déjà beaucoup moins te voir venir. Et donc, si tu n'as pas de la bonne ecstasy, si tu as une ecstasy qui prend du temps à faire effet, puis là, tu dis, je prends de l'alcool en attendant, tu en prends un autre parce que tu trouves qu'elle n'a pas vraiment effet. À un moment donné, tout ce cocktail-là, ça met à faire effet. C'est pas bien bon. Donc, leur apprendre également qu'il y a des modes plus à risque de consommer, un peu comme on va devoir apprendre l'été prochain quand les aliments à base de cannabis et les boissons à base de cannabis vont arriver, que l'effet prend un certain temps, que certains aliments, ça va plus lentement, avec du sucre, ça va aller plus vite, etc. Il va y avoir toute une série d'apprentissages à faire avec le produit. Mais avec le marché illégal, les gens mêlent des produits et je ne sais pas si les chiffres ont changé parce que mes chiffres datent un peu, mais pour l'ecstasy, je veux dire 40 % c'est de l'ecstasy. Fait que le reste, c'est quoi? Et donc, c'est ça dont il faut parler aux jeunes. C'est-à-dire, pas arriver en leur disant l'ecstasy fait ceci, l'ecstasy. Il va te dire j'en sais plus que toi. Puis c'est sa job d'ado de dire je sais tout. Là. Et c'est correct. Parlez-y du marché. Et
et d'avoir un dossier, et de faire attention, tu ne sais pas ce qu'il y a dans le produit, qu'il y en ait toujours un qui n'a pas consommé parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, que s'injecter, c'est encore plus que n'avaler. Puis bon, si on parlait vraiment des modes de consommation, de l'état dans lequel tu es. Et pour ça, il n'y a pas besoin de faire des grands discours sur les drogues illégales. On peut commencer à parler de ça très, très jeune, la dépendance. Je veux dire, prenons les jeux vidéo. Dépendance aussi. Quel est ton rapport aux jeux vidéo? Tu vois plus d'amis. Tu vois plus de... Et je l'ai vu, moi, des parents qui me disaient « Ah, mon fils, il prend pas de drogue. » Puis je demandais « Puis combien il passe de temps dans les jeux vidéo? »« Ah, mon Dieu, il a le temps là-dessus, 40-50 heures par semaine. » Peut-être qu'il y a un problème. Fait que... Mais... Donc, lui expliquer c'est quoi une dépendance. Une dépendance, on a tous des dépendances. On est dépendant de payer notre hypothèque, on est dépendant de réussir notre travail, on est dépendant de nos amis, on est dépendant de nos conjoints, de nos enfants. Bon, on vivre ses dépenses. Et sauf que si ta dépendance a pris une place telle dans ta vie qu'il y a un déséquilibre qui commence à se faire, c'est là qu'on se pose des questions. Un exemple, si tu commences à rater puis je parle en connaissance de cause, tu commences à rater tes examens et tes échéances à l'université parce que tu n'as pas su lâcher tes jeux vidéo, ben, tu as un problème. Fait que c'est des amenés à prendre conscience de leur comportement jeune pour qu'ils savent. C'est-à-dire, il y a plein... Pour moi, là, vers les âges de 14-15 ans, ne devrait s'ajouter que des informations sur le marché illégal et c'est ce qui lui est propre. On devrait avoir parlé de dépendance depuis très longtemps. On devrait avoir appris depuis très longtemps à l'enfant à s'interroger sur son rapport avec les produits, sur son environnement, sur « t'as pas vu d'amis », sur équilibrer sa vie. Ça, on peut commencer ça extrêmement tôt. Mais on est encore, des fois, au niveau de la prévention sur les drogues. Bon, vous n'avez pas connu ça, là, mais dans les années 50-60, on attendait le grand soir avant le mariage pour dire ce qui va se passer. Là. Quand, en fait, on avait dû s'informer à gauche et à droite parce qu'il s'était passé plein d'affaires avant. Puis si tu t'étais trompé, on te cachait puis on t'envoyait en ville chez ma tante parce que c'était enceinte. Parce qu'on ne parlait pas ouvertement de sexualité et on faisait semblant que ça n'existait pas. Et beaucoup de parents sont dans cette situation où je pense qu'ils n'en prennent pas, fait que j'ai pas à en parler. Fait que, où ils surveillent les yeux rouges, où ils surveillent... Non, tu peux commencer ton travail de prévention dès petit. C'est sûr que tu ne dis pas la même affaire à 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, mais tu sais, c'est un peu comme... Pour l'éducation sexuelle, c'est sûr que si ton enfant te demande à 4 ans d'où viennent les bébés, tu y réponds pas de la même façon qu'à 12 ans. Alors, mais tu peux commencer une interrogation sur... Tu trouves pas que ça fait longtemps que tu n'as pas appelé ton amie Julie? Puis que tu étais sur le nouveau jeu que mon oncle Roger t'a offert. Tu trouves ça correct, toi? À un moment donné, Julie, elle voudra plus... Bon, et l'interroger sur son rapport aux objets et sur la dépendance. Et pour moi, dépendance... On devrait beaucoup, beaucoup travailler là-dessus. C'est la première... c'est le premier discours en prévention. Regardez si dans notre vie, parmi l'ensemble de dépendances qu'on a, on a su créer un équilibre qui fait en sorte qu'il n'y en a pas une qui nous fait échouer plein de choses parce qu'elle a pris trop de place. Ça peut être la dépendance au cellulaire, ça peut être... le cellulaire, en soi, c'est comme les drogues. Il n'est pas bon, il n'est pas mauvais. C'est l'usage que tu en fais. Un jeu vidéo, en soi, c'est pas bon, c'est pas mauvais. C'est l'usage que tu en fais. Et donc, c'est comme... On peut parler de ça bien avant qu'arrive le discours sur les drogues. Les drogues, c'est pas un monde à part. C'est la même chose. Et si ça a pris trop de place dans ta vie, tu peux interroger. Je veux dire, je trouve que, me semble, tu mets beaucoup d'argent là-dedans. Tu trouves pas que... Et donc, s'il y a déjà un dialogue qui s'est établi sur la dépendance, l'équilibre, ben, je veux dire, les drogues vont arriver tout naturellement dans ce discours pour voir si on n'a pas pris une trop grande place dans la vie, oui ou non, au même titre que d'autres activités, d'autres comportements. Ça va les permettre
de faire les choix en connaissance de cause, finalement. Oui, puis ils n'auront pas l'impression que c'est un monde si à part que ça. Je veux dire que non, ça ne doit pas prendre plus de place que ça dans ma vie. Je veux dire, on doit apprendre aux enfants, et même aux adultes des fois, je trouve, à voir quand il y a un déséquilibre dans la vie avec quelque chose qui fait qu'on échoue. Plein de choses autour, on échoue nos rapports avec nos enfants, avec notre conjointe ou conjoint, avec nos amis, on échoue nos rapports au travail. Et se demander à chaque fois qu'il y a quelque chose, y a-t-il quoi dans ma vie qui prend tellement de place là, que je suis prêt à sacrifier ça? Et se demander si ça vaut la peine. Et si on est déjà capable de faire ça, quand on va arriver la question des drogues, il n'y a pas grand question nouvelle à se poser. Non, c'est tellement vrai. Puis maintenant que la loi est passée, bon, c'est frais, là, mais j'imagine que vous êtes capable de vous projeter un peu puis voir que, c'est quoi vos attentes, qu'est-ce que vous attendez à voir au niveau du marché, au niveau du marché noir, le taux de criminalité nécessairement devrait descendre, parce que là, on ne peut plus se faire arrêter parce qu'on a une petite quantité dans nos poches, exemple. Mais qu'est-ce que vous voyez dans l'avenir? Une transition culturelle, ça prend quelques années parce que c'est sûr que pour les plus jeunes qui vont être arrivés sur ce marché, ça va pas être une transition, là. Ça va être comme il y a un marché de l'alcool, il y a un marché du cannabis. Normal. La transition est beaucoup plus pour les personnes qui ont reçu pendant des années un message comme « y toucher, c'est dangereux, le cerveau va te brûler, tu vas devenir schizophrène, tu vas... » Bon. Et plutôt que... tu reçois ça, on te fait peur, puis d'un coup, on dit on va légaliser. Je comprends très bien, moi, que les personnes qui ont cru tout ce discours qui justifiait la prohibition se disent, hey, c'était si dangereux que ça, puis là, on va légaliser, qui ont peur. Ils ont d'autant plus peur qu'ils se disent, je connais rien sur ce que je veux dire à mes jeunes. Moi, c'est souvent ça, c'est le fait de ne pas connaître quelque chose qui fait qu'on a peur. Oui, mais je donne tout le temps des formations. Quand je donne des formations en prévention aux parents, je leur dis, non, vous savez plein d'affaires. Je leur parle de ce qu'on parlait tout à l'heure, de la dépendance, de vous savez, avec l'alcool, on ne conduit pas, on se demande si on a les réflexes, on est fatigué. Puis oui, des fois, on veut pas dépasser, puis on dépense. Tu sais, quand tu m'as demandé qu'est-ce qu'il y avait mon oncle Roger à Noël, puis qu'il riait fort, puis on lui a dit « Prends pas ta voiture », puis on lui a dit « Reste à coucher », il avait un petit peu dépassé, puis là, il contrôlait moins ce qu'il faisait, fait que ça peut arriver ça aussi. Bon. Et je pense que ça va prendre quelques années avant qu'il y ait un discours aussi ouvert sur le produit, parce qu'il y a un lourd passé de peur sur le produit. Et il y a une transition culturelle qui va devoir se faire parce que là, on a deux discours, en fait, les deux sont mauvais. On a un discours où on dramatise au maximum. Le jeune arrive, il se rend vite compte que ton discours n'a pas d'allure. Mais lui, il va dans l'autre extrême, il banalise. C'est pas meilleur, ça. C'est une drogue. Comme toute drogue, il y a ses risques, il y a ses moments où le prendre, il y a ses environnements, il y a ses questionnements à poser sur soi-même, comme pour l'alcool. Je veux dire, je suis très fâchée parce que je viens de me chicaner avec ma blonde et puis elle veut qu'on parle tout à l'heure dans une heure puis qu'on soit un petit peu plus calme. C'est correct d'aller vider une de mes bouteilles de gin en attendant qu'elle revienne parler? Je pense pas. C'est ça que je veux dire. Produit, personne, environnement. On sait plein de choses. Puis les parents pensent qu'ils ne savent rien, mais ils savent plein de choses. Et quand j'avais écrit le livre sur la prévention, c'était justement dans cet objectif-là parce que je me disais, mon Dieu, je veux dire, les parents se pensent tellement dépourvus. Et je fais des soirées de prévention, puis je leur dis tout le temps, on est 2 heures ensemble, je leur dis tout le temps, à la fin de la soirée, pour moi, il y a une chose, je veux que tu sois convaincu que tu sais maintenant quoi dire, quoi faire. Ça veut pas dire que on saute pas une coche de temps en temps, je veux dire, dans le sens que, comme parent, bon, t'as dit de rentrer à 10 heures, la personne rentre à 10h15, puis là, t'es... Mais là, qu'est-ce que tu vas faire la prochaine... Quand tu fais ça, l'enfant se dit « Hey, j'aurais pu rentrer à minuit, j'aurais été pareil, là. La prochaine fois, je vais rentrer à minuit, je suis pour dépasser. » Fait que
Donc, il faut savoir s'excuser. Bon, OK, j'ai paniqué, mais on a nos peurs qui vont nous faire des fois exploser plus que nécessaire. C'est pas le temps de dire, ben là, il faut qu'on se parle de cannabis parce que là, tu penses qu'il y a les yeux rouges. Je veux dire, c'est pas la première fois où ton enfant a bu de l'alcool que tu lui dis, hey, là, assoyons-nous et parlons d'alcool, il est encore sous. Je veux dire, c'est comme pas le temps, ni le lendemain matin de bonne heure non plus. Utiliser le savoir qu'on a déjà sur l'alcool, puis arrêter de jouer à la police ou puis le dialogue, et utiliser le savoir qu'on a déjà sur ce qui peut nous déséquilibrer, nous rendre dépendants. Vous êtes auteur, on a parlé un petit peu avant de rentrer en ondes de quelque chose comme 14 livres. Et puis vous venez tout juste où c'est récemment vous avez fini? Oui, il y en a un qui a été publié en septembre. En septembre, bon. Si on parlait quelques minutes du dernier ouvrage que vous avez fait. Alors, le dernier ouvrage que j'ai fait s'appelle « Les drogues, enjeux actuels et réflexions nouvelles sur leur régulation ». La première partie vise essentiellement à faire une photo de où on est rendu pour montrer que les grandes conventions internationales sur les drogues sont probablement à veille d'être changées et qu'il y a un grand changement de discours qui s'en vient sur les drogues parce que les mouvements en faveur d'un changement qui étaient des groupuscules ici et là sont maintenant des gros mouvements internationaux hyper financés sur la planète et qu'il y a l'industrie là-dedans et que tout ça va faire en sorte que dans les prochaines années, il va y avoir un basculement. Okay. Mais la deuxième partie est pour dire il faudrait, parce que ça va être difficile, et on revient à ce que je disais tout à l'heure sur le Prohibition 2.0, va falloir aussi apprendre à ne pas regarder ces drogues comme des ovnis qui arrivent sur le marché, mais à se dire, on en prend déjà des drogues. Des drogues. Maman a mal à la tête, je pense qu'elle va prendre une pilule. Maman sent pas, je pense qu'elle va prendre une pilule. Je pense que je vais prendre une bière me détendre. Le jeune voit ça, qu'à chaque fois que ça va pas, tu prends un produit. Ouais. Et là, il va en arriver d'autres. Et que l'interrogation doit beaucoup plus se faire sur le rôle que joue l'ensemble des drogues dans notre vie. Et j'essaie de... Bon, par exemple, moi, je demande à chaque année à mes étudiants qui prend des drogues pendant la période d'examen. Et ça lève la main de plus en plus à chaque année. Pour se déstresser, ça détend. Pour des trucs sur le net sont allés chercher pour la mémoire. Et j'aimerais bien leur parler ouvertement de comment les consommer intelligemment, mais je peux pas. En partie, c'est des produits illégaux. Je trouve ça un peu plate parce qu'ils vont les prendre anyway. Mm-hmm. Et que cette prohibition-là empêche un discours ouvert sur l'ensemble de nos consommations de drogue et le rôle qu'ils jouent dans nos vies. L'autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est toutes les poudres et produits que les gens prennent, qu'ils achètent dans les gymnases et ailleurs pour se grossir les muscles. Les étiquettes ne correspondent pas du tout à ce qu'il y a dans la boîte. C'est parfaitement mal régulé. Et je dis à Santé Canada, des représentants, absolument un produit, écoute, si j'ai mis 3 % de crème pour le lait puis il y en a 2 %, vous vous dépêchez de retirer le lait du... Pourquoi vous faites rien? Ouais, mais là, c'est... quand on saisit des produits, vous n'avez pas des inspecteurs pratiquement pour inspecter ça. Tout le monde le sait qu'il y a beaucoup de produits dangereux, illégaux, de l'éphédrine et tout ça qui se vend en dessous du comptoir quand c'est pas dans une vitrine affichée. Et personne ne fait rien. Et comme j'ai entendu un policier, je suis pas en train de dire que tous les policiers pensent comme ça, mais c'est juste que je l'ai entendu à la radio d'un policier, un animateur qui lui posait la question. Ouais, mais là, c'est des bons citoyens qui prennent ça. Ah, je savais pas que c'était des mauvais citoyens qui prenaient des drogues illégales et des bons citoyens qui prenaient ces drogues illégales-là. Je pensais que l'enjeu était de protéger la santé publique
avec la bonne information, de la prévention et du traitement, s'il y a des problèmes. Et dans les hôpitaux, on voit de plus en plus arriver des gens qui ont des problèmes de foie ou cardiaques à cause de ces drogues-là. Mais on aime mieux faire semblant qu'il s'en prend pas, puis laisser aller le problème. Et c'est un peu ça ma deuxième partie. Et il y a des gens sur le web qui prennent consciemment des stéroïdes, s'en vendent un peu partout, et qui en prennent, mais ils aimeraient ça être suivis par un médecin. Puis là, quelqu'un pourrait me dire « Ah, mais c'est ridicule, c'est pour avoir des beaux muscles, puis voyons donc, ça doit être illégaux, c'est ridicule. Ce qu'il fait là, pourquoi aider ces personnes-là? » Ah, je regrette. La chirurgie esthétique, là, pour les femmes, grossir les lèvres, grossir les seins, rapetisser les seins, grossir les fesses, rapetisser les fesses, l'avant. Je veux dire, puis il y a des risques à ces chirurgies-là. Puis on n'a pas jugé la raison. Non, mais c'est une industrie de modifier le corps humain. L'industrie de la chirurgie esthétique. Et donc, lui veut se grossir les muscles et tu veux pas le suivre parce qu'il y en a qui demandent à un médecin « Je prends ceci, est-ce que tu aimerais me suivre? » Non, je veux pas parce que c'est un produit... Il aimerait ça le faire puis rester le plus en santé possible. Et on pourrait dire, oui, mais il va toujours avoir un certain... On choisit nos risques. Quand on va en ski, il y a des risques. Quand on va en auto, il y a des risques. Quand on va... Je peux-tu choisir mon niveau de risque? Pour moi, le mandat de l'État, c'est de me créer un environnement sécuritaire avec des produits contrôlés, avec de la bonne information, avec de la prévention. Puis ensuite, moi, je choisirais mon niveau de risque. Puis, on a un discours très contradictoire. Tu sais, quelqu'un s'en va avec son petit pack-sac monter l'Everest, puis il est financé par des compagnies publicitaires, puis on dit « Bravo, c'est un héros parce qu'il arrête de mourir. » Puis là, on dit « Prends pas du cannabis, c'est risqué. » Ben pourquoi le héros, c'est quelqu'un qui a pris un risque? Mais parce que dans les années 70, les héros, c'était Martin Luther King, René Lévesque. Mais là, les héros, c'est des gens qui ont pris des risques puis qui sont pas morts. Et ils sont allés en petit bateau, en voilier, ils ont fait le tour du monde et puis ils sont pas morts. Puis ils sont financés par des grandes compagnies pour... Puis là, on dit bravo, c'est un héros. Pourquoi c'est un héros? Parce qu'il a laissé sa femme, ses enfants à la maison, puis est allé en petit voilier seul en solitaire, puis a risqué sa vie. Dans les années 70, là, on aurait dit cette personne-là, je pense qu'elle a besoin de soins. Mais maintenant... On valorise le risque, puis en même temps, on se dit, on valorise le risque, puis on dit, lui, c'est un héros, il est allé au bout de ses limites. Bon, OK, on lui laisse choisir à lui ses risques, on le finance. Puis après ça, on dit aux jeunes, ne touche pas au cannabis, il y a des risques. Hey, les héros que tu lui donnes, c'est du monde qui a pris des risques. Bien plus grand, même. Ben oui. Puis on dit... oui, mais là, c'est la santé. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Pas Santé Canada, Ski Canada, l'association de ski olympique. Je veux dire, il fait signer une feuille, on n'est pas responsable des accidents parce que, tu sais, les accidents sont pas petits, là, en luge, en ski, bon. Et puis, mais c'est correct. C'est des gens qui font un spectacle, qui ont choisi un certain niveau de risque. Et donc, ça, pour moi aussi, c'est une autre interrogation à y avoir. On voudrait un risque zéro dans certaines affaires, puis que nos enfants n'expérimentent plus rien. Bien sûr, on veut un certain risque contrôlé. Je veux dire, j'y monte à traverser la rue, là. Je ne garderai pas dans la maison de garde-robe en disant « traverse pas la rue ». Je traverse avec moi, puis j'espère que quand il va être grand, il va regarder. J'espère lui donner des bonnes habitudes. Mais après ça, je dirais, il y a une partie où ça ne me regarde plus, puis il va prendre ses propres choix. Et ça aussi, vous avez le risque. Et donc, c'est ça l'autre partie du livre, c'est une interrogation sur on peut-tu s'interroger enfin sur les vraies affaires? Tout le monde prend des drogues. Légales, illégales, prescrites, non prescrites, et pour gérer sa vie. Et s'interroger sur ces consommations-là et la place qu'ils ont, d'une part. Et d'autre part, s'interroger sur la notion de risque également. Et pour avoir un meilleur discours en prévention, arrêter d'avoir un discours de prévention de risque zéro. Un discours où on apprend une personne à faire ses choix. C'est mieux. Voilà. Super, c'était fort intéressant. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Ça me fait grand plaisir. D'avoir éclairci sur toutes ces questions concernant les drogues. Merci beaucoup. Plaisir.
Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode de l'Informel. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues.